Quand je pense à mon père, je pense à la mort. Si vous me forcez à le voir, je me suiciderai. 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. On se rend compte aujourd'hui que la justice est dépassée par l'ampleur du nombre d'agressions sexuelles sur les mineurs. Car il avait besoin d'actes, il avait besoin de concret. Il avait besoin que ça s'arrête. Cela va bientôt faire plus de 5 ans que je témoigne dans les médias. Je pense qu'il était impossible de rester seule avec cela. Et aussi, je crois dans cette idée de me dire que j'allais peut-être donner un peu d'espoir et que si mes propos pouvaient sauver une vie, alors c'était un pari aussi triste soit-il réussi. Je suis Stéphie Alexandrian, j'ai 29 ans, je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire et surtout comment j'essaie chaque jour de m'en sortir depuis. J'ai grandi à La Ciotat en bord de mer, dans un milieu plutôt favorisé, avec 2 parents et je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. J'avais donc 3 petits frères, dont le plus jeune d'entre eux est arrivé bien après. Mon enfance, en résumé, je dirais que c'est une enfance peut-être en apparence facile mais difficile parce que mon deuxième petit frère est né très malade et donc j'ai grandi avec la maladie et la mort qui plane au-dessus de la tête au quotidien et donc cette peur de perdre mon frère mais aussi un amour profond pour la vie parce que vu que mon frère ne pouvait pas marcher ni parler, moi j'avais cette chance. Et donc finalement très tôt, je me suis sentie très chanceuse et pour autant j'étais très malheureuse parce que mon père était pas normal avec moi. Ça je l'ai très vite compris, mais il m'a fallu des années pour comprendre la gravité de ce qu'il me faisait et c'est finalement à l'âge de 11 ans que j'ai compris que j'étais victime de violences sexuelles, de viols, parce qu'il faut nommer les choses, je le crois, et que j'ai demandé de l'aide à ma mère, naïvement en pensant qu'elle m'aiderait et qu'elle allait me protéger de lui. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il me demandera de parler avec mon père et de régler très vite ce problème, c'est-à-dire de faire comme si de rien n'était. Et c'est ce qui s'est passé pendant près de 2 ans. Au bout de 2 ans, la machine judiciaire s'est enclenchée et j'ai été auditionnée par les forces de l'ordre, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pas réussi à dire tout de suite tout aux forces de l'ordre, il a fallu 3 auditions. Et notamment ce que m'a dit un officier de police judiciaire, à savoir Stéphie, je sens que tu veux t'en sortir mais tu n'y arriveras pas si tu dis pas toute la vérité. Et c'est là que j'ai commencé à raconter ce que j'avais vraiment enduré, puisque mon père lui disait je l'ai frôlé 1 fois, ça a duré 2 secondes, alors moi je parle d'années de violences sexuelles. Au fur et à mesure que je racontais, je voyais mon interlocuteur se décomposer et j'ai là compris petit à petit, jour après jour, à quel point ce que j'avais enduré n'était absolument pas normal et qu'il s'agissait pas seulement de violences sexuelles mais aussi de violences physiques graves et de violences psychologiques. C'est justement suite à cette audition que la justice a pris la mesure, l'été est passé et mon père a été incarcéré, une instruction criminelle a été ouverte et pour ma part j'ai été placée en foyer d'urgence, à l'aide sociale à l'enfance, loin de mes frères, loin de ma mère, qui à ce moment-là prenait encore la défense de mon père. Lorsque j'ai été placée en foyer, j'avais 13 ans. Il a été condamné 1 an plus tard, à 3 ans, dont 1 année avec sursis. J'avais dénoncé des viols, j'avais une déchirure hyménéale et il a été condamné seulement pour des agressions sexuelles, c'est-à-dire qu'il est sorti le soir même du procès. Et les mois se sont écoulés pendant que lui était libre et vivait sa meilleure vie, moi j'endurais. Et je supportais plus cette situation, parce que oui, le placement est une protection, mais ça a aussi été une violence à différents égards, même si j'ai tendance à penser que j'étais quoi qu'il en soit mieux là-bas, même dans une poubelle, que chez mes parents. Il faut aussi préciser, je crois que ma mère a demandé le divorce peu de temps avant le procès, elle a pris la mesure. Elle s'est enfin émancipée de mon père, elle a demandé pardon. Il a été long à obtenir, mais j'avais envie de croire en elle et j'ai surtout fait le distinguo entre mon père, qui a toujours su le mal qu'il faisait et qui n'en a jamais éprouvé un seul regret, et ma mère qui finalement n'a été que sa marionnette. Au fur et à mesure des mois, mon état s'est dégradé, je demandais de l'aide, j'expliquais combien je souffrais. Il était abominable pour moi d'être loin de mes frères, de plus être au quotidien auprès d'eux, parce que quelque temps avant que la machine judiciaire ne s'enclenche, ma mère a accouché de mon dernier petit frère. Parce que le moment où je lui ai parlé, elle était enceinte de lui. C'est un enfant que j'ai élevé dès sa naissance, j'ai fait ses nuits, ses biberons. Il s'appelait Karl. Et donc pour moi, c'était très dur d'être loin d'eux. Loin de Karl, loin de mon frère qui était malade, Tim, loin de mon frère cadet Peter. Et j'ai fini par faire une tentative de suicide. J'ai fait près d'1 semaine de coma. Et quelques jours après mon réveil, un médecin est venu me voir et il m'a dit « c'est moi qui t'ai réanimé. Et je veux que tu me promettes que tu ne referas jamais ça parce que c'est pas 2 pauvres connards qui méritent que tu t'ôtes la vie. » Et ça m'a marqué pour toujours et j'ai jamais manqué à cette promesse. J'ai finalement obtenu, du fait de cette tentative de suicide, bizarrement, tout allait plus vite, de retourner vivre chez ma maman, auprès de mes petits frères. Ce qu'il faut préciser, je crois, c'est que mon père, quand bien même la justice l'a condamné pour des faits de pédocriminalité sur sa fille, c'est-à-dire moi, a conservé son autorité parentale, c'est-à-dire ses droits et devoirs sur moi et sur mes frères. Et lorsqu'il était en détention, le juge des enfants l'autorisait à voir mes frères au parloir et à sa libération, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Pendant des années, en fait, mon père a vécu sa vie comme s'il n'avait jamais rien fait. Face à tout ça, je me sentais impuissante, j'avais pas la connaissance de la justice que ce que j'en ai aujourd'hui en tant que juriste spécialisée dans ce domaine qu'est la protection de l'enfance. Et je me sentais
dirais que je me sentais seule au monde, incomprise et très peu confiante en l'institution judiciaire qui m'avait déjà peu protégée face au fléau que j'endurais et qui, je pense, il faut le dire, n'a pas été à la hauteur. Après le procès, ma mère a à nouveau switché, c'est-à-dire qu'elle était dans un état d'esprit, elle ne voulait plus en entendre parler. Mais elle n'a jamais voulu un mal et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est combien elle nous a aimés malgré tout, même si parfois très mal, notamment en ce qui me concerne. Lorsque je quitte le domicile de ma maman et de mes frères à l'âge de 16 ans après avoir passé mon bac, je me retrouve dans une relation amoureuse avec un homme de 13 ans, mon aîné, dont je tomberai enceinte, ce qui fait de moi aujourd'hui la plus heureuse des mamans. Mais on n'a pas été moins difficile en ce que je me suis séparée à l'âge de 20 ans. Et donc cette maternité très tôt m'a aussi amenée à être encore plus proche de Karl, a aussi fait que finalement il était dans mon quotidien, je le prenais des week-ends, des vacances, régulièrement et plus encore après mon divorce. Et dans ces moments-là, je découvrais à quel point il allait mal, à quel point il souffrait. Il parlait de suicide, il disait qu'il ne voulait pas aller voir notre père, qu'il en avait peur, mais il mettait pas des mots précis encore. Et face à cela, ma mère démunie me disait « Mais Stéphie, je ne peux rien faire. Regarde quelle réponse la justice m'a donnée. Ton père est condamné pour des faits graves sur toi. On me condamne moi aussi parce que je ne t'ai pas protégée et on me donne pas les moyens de protéger tes petits frères, quand bien même ils sont vulnérables par définition. » Face à cela, moi je lui disais « Maman, je travaillerai plus puisque moi j'avais repris mes études après ma naissance de ma fille en droit. Je donnais des cours de soutien scolaire, je faisais des heures de ménage, je lui dis je ferai même jour et nuit s'il le faut, mais je t'en supplie, prends un avocat, fais quelque chose. » Elle n'y est pas arrivée. En 2019, je prends mon petit frère Karl avec ma fille et moi pour des vacances, en me disant que ça va lui changer les idées. Je veux lui montrer comment la vie est belle, comme le monde est grand, comme il a le choix et comme il aura le choix, et que ce n'est qu'une question de temps. Sur le bateau de croisière, aux Caraïbes, le téléphone sonne, on me demande de rappeler mon père de toute urgence. C'était le capitaine. Je le rappelle, je m'isole et il me dit, avec les mêmes mots avec lesquels il remontait ma culotte petite, « Je suis désolée ma chérie, maman s'est suicidée. » Le monde s'effondre, mais j'ai pas beaucoup de temps pour penser parce que j'ai que 30 minutes pour quitter ce bateau, sinon on sera pas à temps en France pour enterrer notre maman. Et là, je deviens celle qui sera responsable des pires propos à annoncer à un enfant. Karl, 9 ans, qui vient de perdre son principal repère affectif et qui, dans sa détresse, me dit « Je t'en supplie, protège-moi de lui. » Il appelait pas papa. Et c'est ce que j'ai fait, tant que possible. Je lui ai promis que je ferais tout ce que je pouvais et j'ai essayé. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études du jour au lendemain, je suis partie travailler pour proposer à la justice un dossier solide du haut de mes 22 ans, avec 2 enfants, dont Karl, que je souhaitais élever, pour le protéger et pour lui offrir tant que possible la vie qu'il méritait. Et je l'ai obtenu. Malheureusement, notre père a conservé l'autorité parentale, c'est-à-dire le droit de décider pour la vie de Karl, comme il avait pu le faire pour l'ensemble de mes frères et moi, ce qui lui a permis de nuire à sa vie au niveau de l'école, de la santé, des voyages. Et pour Karl, c'était une souffrance inouïe. Dès le suicide de notre maman, Karl dénonce des violences sexuelles. Il fait des premières révélations. Il est auditionné par les forces de l'ordre qui décideront de classer sans suite 1 an plus tard, en 2020. Il me raconte à nouveau des choses, il est plus précis, les faits sont encore plus graves, même si je crois qu'une seule fois est déjà la fois de trop. Et je l'amène pour déposer plainte. Face à des éducateurs qui me disent « il faut qu'il dépose plainte, sinon on va vous le retirer parce que vous le protégez pas », et mon avocate qui me disait « mais si tu l'amènes déposer plainte, on va te retirer sa garde parce que tu passeras pour celle qui aliène l'enfant, celle qui l'influence ». La plainte de Karl, à l'heure où je parle, est restée lettre morte, c'est-à-dire que notre père n'a jamais fait une seconde de garde à vue ni d'audition, sur ce que Karl avait pourtant dénoncé. Donc de 2019 à 2021, j'ai fait tout ce que je pouvais pour Karl, qui hurlait face à chaque magistrat qui voulait bien l'entendre. Quand je pense à mon père, je pense à la mort. Si vous me forcez à le voir, je me suiciderai. En juin 2021, on a à nouveau une audience devant le juge des enfants. Et Karl le vit mal, parce que Karl en a marre. Karl ne comprend pas pourquoi, alors qu'il dénonce. Alors que son père a déjà été condamné. La justice lui donne le sentiment de ne pas le croire, de ne pas l'écouter, et il en a marre de se justifier, marre de se faire opposer cette question de relation père-fils alors que lui le dit. Si vous me forcez, je me suiciderai. Quelques jours s'écoulent, quelques semaines, et fin juin, alors je le laisse seul depuis peu de temps, parce qu'il me demandait justement de lui faire confiance, d'être capable de le laisser une demi-heure, 1 heure. Je m'absente pour aller faire du sport, et quand je rentre, et que j'ouvre la porte d'entrée, je suis face à son corps pendu. Face au corps de Karl, je le décroche. Ça dure une fraction de seconde qui m'a semblé être une éternité. Je lâche tout ce que j'ai dans les mains et je le soulève pour qu'il n'y ait plus de pression. Et je comprends très vite que c'est trop tard, mais je me bats quand même. Je fais les gestes de réanimation, j'hurle, j'appelle à l'aide. Un voisin, quelques minutes plus tard, sautera le portail pour prendre le relais du massage cardiaque. En même temps que j'étais au téléphone avec le SAMU, ils ont mis du temps à arriver, mais quand bien même ils auraient mis 30 secondes, c'était déjà trop tard. Comme mon frère était froid, il y avait plus de vie en lui et
Quand je l'ai décroché, j'ai le sentiment d'avoir soulevé toute sa souffrance. J'ai vu un enfant qui avait abandonné. C'est le cauchemar de ma vie et c'est, je crois, la plus grande violence avec laquelle je dois vivre pour toujours. Je ne crois pas que les violences sexuelles nous condamnent à perpétuité. Je crois que perdre celui qui n'avait pas besoin d'être mon fils pour que je l'aime tout autant, c'est la perpétuité. Parce que l'institution judiciaire l'a abandonné. Il suffit pas de dire « je te prends, je te mets chez ta sœur, mais malgré tout ton père reste ton père ». Il suffit de dire à un moment « je t'entends, je te crois ». Et je mesure le danger que tu encours, et je t'en protège. Et pour un enfant de 12 ans, dans 3 ans, dans 6 ans, lui parler de ses 18 ans, c'est trop loin. C'était maintenant, tout de suite, qu'il fallait faire ce dont il avait besoin. Ce carnet rouge est le journal intime de Karl. Il n'y a pas écrit longtemps, mais il y a à mon sens dedans aussi bien des choses difficiles que quelques mots réconfortants. Cette nuit, j'ai fait le plus beau rêve de ma vie, mon père était mort. Et aussi, cela fait 1 semaine que ma sœur est ma garde, je suis heureux. Je tiens à réparer ce que j'ai dit comme quoi je voulais me pendre. Après 2 semaines d'hôpital, je suis fière d'en être sortie et que ma sœur ait eu ma garde. Je te parle à toi, prochain Karl. Dans 10 ans, 20 ans, tu te diras que la vie est belle. Et tu regretteras d'avoir voulu te tuer. J'en ai marre de tout ça. Maman me manque, le deuil, les rendez-vous. J'espère qu'un jour, tout ça s'arrêtera et qu'on sera tranquille. Mais pour l'instant, il faut faire avec. Stéphie croit qu'elle ne fait pas assez, alors qu'elle en fait déjà beaucoup. C'est la meilleure des sœurs. Et je sais que je peux compter sur elle. C'est la meilleure des sœurs et je l'aime de tout mon cœur. Et pour ma nièce, c'est pareil. Peter aussi, Tim aussi. Je les aime tous. C'est difficile de se rappeler à quel point il a pu penser tant bien que moi, avec ce sentiment d'avoir échoué, de rentrer chez soi un soir et de le trouver décédé. C'est ça qui est compliqué. Et c'est dur de lire que je te parle à toi, prochain Karl, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vois ? Parce que tu aurais voulu que ce Karl dans 10 ans, dans 20 ans existe et qu'il le méritait plus que n'importe qui. Alors bien sûr, je suis pas responsable. Mais je me demande chaque jour, et si, et si, et si. Mais ce qui est terrible, c'est que moi je me pose ces questions quand en face de moi on ne se les pose pas. C'est là le problème aujourd'hui de notre système. C'est que moi je me culpabilise, mais en face on ne se demande pas si on a bien fait ou mal fait. Et on prend des décisions qui font que, aujourd'hui, mon frère, 12 ans, repose dans un cimetière alors que mon père est libre. Lorsque mon monde s'effondre en 2021, plus rien n'a de sens, ce n'est la mère que je suis et la grande sœur que j'ai été. J'arrête donc l'école, mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais juste qu'il va falloir que je m'en sorte. Je crée l'association Karl pour venir en aide à autrui, pour que mon petit frère Karl ne soit pas mort pour rien. Je suis toujours heureuse de parler de lui et de mettre des images sur ces mots-là parce qu'il était beau, qu'il était intelligent, qu'il était gentil et que c'était déjà un très grand homme. Mais si je parle aujourd'hui, c'est pour tous les enfants qui subissent, tous ceux qui n'ont pas obtenu justice et tous ceux qui peinent à vivre avec le calvaire qui a été le leur. Et je dépasse là les violences sexuelles. Je crois qu'on a tous notre lot de souffrance et il faut aussi rappeler à chacun qu'il n'est pas seul. Ça me semble important. Karl m'a offert cet origami, quelques jours avant son décès, où il écrit « Je t'aime ». Il met sur chaque petit coin son prénom, le prénom de sa nièce, ma fille, mais également le prénom de nos autres frères. Et il écrit de l'autre côté « Plus fort que l'univers ». Et cet oiseau représente le logo de l'association Karl. Un oiseau. Pour ma part, symbole d'espoir. Tant que possible, l'association Karl aujourd'hui essaie de faire tout ce qu'il n'a pas été fait pour mes frères et moi. Tant que possible, l'association Karl essaie de se substituer et de combler les défaillances étatiques. Tant que possible, l'association travaille avec les forces de l'ordre, avec les magistrats. Et avec tous les professionnels, parce qu'il y a aussi beaucoup de psychosocial dans tout ça. C'est important. Une victime, c'est pas que la justice, c'est aussi le soin, l'accompagnement, l'écoute. Et nous, on essaie, avec nos petits moyens, d'apporter ça à aujourd'hui plus de 2000 enfants que nous accompagnons. Tant qu'on me dira « Ah bon, un enfant sur 10 victime de violences sexuelles en France ? Ah bon, une victime sur 2 tente de se suicider ?» Je continuerai et je me répéterai. Moi, j'espère non pas une révolution, mais un miracle aujourd'hui. Et penser que ce qui se passe aujourd'hui, pour le décès par exemple de Liana, est aussi une raison pour chacun de se lever, de descendre dans la rue, de faire quelque chose pour autrui, de dire « ça me concerne moi aussi, et je ne peux pas accepter ce qui se passe aujourd'hui ». L'association Karl a apporté en l'hommage de Yanis une proposition de loi qui a récemment été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. La loi Yanis, afin que les victimes soient systématiquement informées de la libération de leur agresseur, sauf si elles le refusent, et que le magistrat soit contraint d'examiner systématiquement l'opportunité de prononcer une interdiction de résider à proximité. C'est également le cas de Karine Jambu. On espère donc qu'elle sera très vite effective afin qu'un maximum d'enfants puissent en bénéficier. On me demande souvent comment je vis
Comment je fais après tout ça? Comment à 24 ans je me relève? Parce que c'est le sentiment que ça donne. Je dirais que moi je me suis jamais demandé comment j'allais faire. Je me suis juste dit que j'allais faire. Le fait qu'on me dise que j'étais pas seule face à tout cela, même si oui, je le serais plus que d'autres qui ont la chance d'avoir un papa et une maman super. Moi je sais pas ce que c'est quelqu'un qui se dévoue à corps et âme pour moi. Ça arrivera jamais. Si je me nourris pas demain, personne va me recueillir. Enfin, je sais pas comment le dire, mais tout ça est dur à porter et lourd parfois parce que quand vous avez vécu tout ça, quand vous avez cette ambition d'œuvrer pour l'enfance, pour une meilleure justice, eh bien tout, absolument tout ou presque, devient un combat. Mais je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas un choix. C'est la réalité et la dureté de la vie qui veut ça. Je sais qu'il est compliqué pour les hommes de s'engager aujourd'hui parce que je crois qu'on se sent parfois mal à l'aise sur ces questions. Pour autant, nous avons besoin de vous. Prenez un instant pour vous rappeler l'enfant que vous étiez et demandez-vous si vous n'auriez pas aimé que des hommes s'engagent pour vous. Et pour tous les autres, hommes ou femmes, petits ou grands, je vous invite à faire à votre niveau, à vous rappeler qu'un grain de sable peut faire toute la différence. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez sensibiliser à votre manière et à votre tour, sauver des vies.